Donc là, ça va bien. Donc, monsieur le professeur Lablo, donc, vous suivez, vous, le projet sur le Mébone occidental depuis le début. C'est un projet qui a débuté en 2012, on est en 2018. Qu'est-ce que vous pensez globalement de l'avancée de ce chantier ? Je crois que ce qu'il faut aussi avoir présent à l'esprit, c'est que quand ce chantier a été lancé, c'est-à-dire 1 an avant de terminer le BAPON, Pascal Royer m'a dit, bien André, parce qu'on était quand même assez proches, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme chantier à la suite ? Moi, j'avais pensé au Mébone, etc. Et moi, c'est assez drôle parce que j'ai repris mon premier rapport de mission en 91, où on avait été envoyé par les Affaires étrangères avec Monsieur Saint-Jour et Madame d'Orgeval, qui était son adjointe, un petit peu d'abord pour, je dirais, il y avait des critiques à l'époque qui étaient portées par les FEO. Les chantiers là-bas encore ont été arrêtés pratiquement pendant 20 ans. Et puis 20 ans plus tard, il y a des gens qui disaient à Paris, les techniques de l'FEO sont plus très à jour par rapport aux méthodes aujourd'hui de restauration dans les monuments historiques, etc. Donc on va faire une mission un petit peu d'expertise conjointe Affaires étrangères et ministère de la Culture pour savoir, 1, si on reprend les chantiers, 2, si on les reprend avec l'intervention de l'FEO ou si on va chercher un autre opérateur. Et c'est vrai que cette mission qu'on faisait également avec Jacques Dumarsais, donc qui était le collaborateur de Grolier, qui avait travaillé sur tous ces chantiers dans les années début des années 1970. Et quand on a vu, d'une part, la connaissance que les gens de l'FEO avaient du site, en termes de documentation, en termes d'expertise, Et également, quand on a vu l'espèce d'image qu'avait l'FEO auprès des Cambodgiens, moi je me souviens de gens qui se mettaient, d'anciens de la conservation d'Angkor, des Cambodgiens, qui s'inclinaient et qui baisaient les pieds de Dumarsais en disant si l'FEO revient, c'est que la paix est revenue. C'était pratiquement ça. Et c'est vrai que on s'est dit, l'FEO a un capital de reconnaissance dans le pays, il faut absolument en profiter. Et finalement, le rapport conjoint Affaires étrangères culture a été de dire qu'il fallait reprendre le chantier du BAPON, peut-être en faisant évoluer les techniques, etc. Bon, donc ça, on en a parlé avec Dumarsais. Dumarsais était un petit peu resté sur ses projets des années 70 et il allait les reprendre. Donc je ne dis pas qu'on l'a un peu contrarié, mais on lui a dit qu'on pouvait peut-être mettre moins de béton. On avait aujourd'hui des techniques qui avaient évolué. Il y avait les problèmes de conservation de la pierre qu'on ne voyait pas tellement ni en France ni au Cambodge 30 ans auparavant. Bon, donc, et puis ensuite, il a fait les recrutements, Christophe Potier, Pascal Royer. Et c'est vrai qu'il a pu pendant 2 ans pratiquement accompagner Pascal Royer, donc il y a une succession qui s'est faite progressivement. Et c'est vrai que Pascal, moi, m'a dit plusieurs fois, ce chantier du BAPON, c'est un chantier qui était lourd, chantier compliqué, un site qui était quand même très très dur. Hein. Vous arriviez le matin, le grès était encore chaud de la veille, etc. Bon, donc un chantier difficile avec plusieurs centaines d'ouvriers. Et puis vraiment, Pascal était, je dirais pas la corde au cou sur ce chantier, mais c'est vrai qu'il était à la fois architecte, comptable, entrepreneur, DRH, etc. Il faisait absolument tout, donc il avait une très grosse responsabilité. Et moi, il m'a dit plusieurs fois, je ne veux pas passer toute ma vie avec écrit BAPON sur le front. Hein. Donc il voulait en sortir aussi. Il voulait arriver au bout, il voulait en sortir. Il y avait une pression du ministère des Affaires étrangères disant vous tenez pas les délais, vous tenez pas les coûts, il faut absolument accélérer pour arriver au bout. Donc cette arrivée au bout et cette inauguration a été une espèce de soulagement et il avait préparé la suite parce que bien sûr c'est quelqu'un qui se passionnait pour le Cambodge, aussi parce que je pense que le ministère des Affaires étrangères lui avait dit Pascal, mais qu'est-ce qu'on va faire après hein, bon, donc on en avait parlé ensemble, il avait réfléchi et c'est vrai que dans son idée, le chantier du Mébone était un chantier plus petit, plus simple, etc. Hein. Bon, je n'ai pas les chiffres exacts. Pascal disait que le BAPON, il y avait 400 000 pierres. Dans les faits, je crois qu'il y en avait un tout petit peu moins. Il y avait 360 000 pierres. Le Mébone, c'était 70 000 pierres. Donc, c'est un peu basique comme approche, mais c'était quand même un chantier plus petit. Plus petit, donc en termes de remontage, en termes d'anastylose, pas très compliqué.
mais très compliqué du fait du site, c'est-à-dire que l'hydraulique qui pose une problématique pour la conservation du monument. Hein, si le monument s'est effondré, c'est parce qu'il avait les pieds dans l'eau et que les structures initiales n'étaient pas conçues pour être durables 1000 ans avec l'eau au pied. Surtout qu'une fois le Barail occidental a séché, on ne sait pas très bien quand, au XVIe siècle, les Français l'ont remis en eau dans les années d'avant-guerre, avec ce phénomène d'inondation et d'exondation annuelle. On ne sait pas s'il existait à l'époque Khmer, mais enfin, toujours est-il qu'il a été extrêmement nocif à la stabilité du monument, parce qu'on avait en permanence, chaque année, de l'eau qui rentrait à l'intérieur du bassin par les remblais, et ensuite qui sortait du bassin central quand le Barail se vidait. Donc tous ces mouvements dans ces remblais sableux ont été très très défavorables à la stabilité du monument. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, Pascal s'est rendu compte que finalement, ça avait beau être un petit monument, mais c'était un monument qui était très très complexe. L'anastylose n'est pas complexe. Pascal avait formé des équipes, on avait envoyé des tailleurs de pierre français faire de la formation, etc. Donc tout ça s'était très très bien passé. Et c'est vrai qu'il y avait au Bapon des équipes totalement expérimentées. Et ce qui est vrai aussi, c'est que dans les équipes cambodgiennes, je veux dire, tous les professionnels avaient été éliminés pendant la période Khmer Rouge, donc il a fallu remonter, refaire la formation, remettre au point les méthodologies. Et c'est vrai qu'on a des équipes d'ouvriers qui, pour la plupart, sont analphabètes, bon, et qui ont une faculté qui développe, je dirais, un autre lobe de la mémoire. Hein. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme l'organiste aveugle. C'est-à-dire, quand il manque une des formes de pensée, on y substitue par une autre. Et c'est vrai que, je me rappelle, avec Dumarsais, avec M. Cérezales, ils avaient étudié des méthodes d'informatisation des pierres, de numérisation. On allait faire l'anastylose sur ordinateur, et puis après, on montrait les cailloux. Ça n'a pas marché. Hein. Bon, ils ont pris des méthodes très simples de gabarit, mais ce qui était aussi important, c'est ce que les ouvriers mémorisaient. Hein, ils savaient que telle pierre avait été enlevée à tel endroit, qu'on l'avait rangée là, qu'elle s'assemblait avec la pierre qui était de telle autre. C'est-à-dire que l'ordinateur, c'était aussi le cerveau des, je ne dis pas d'une centaine d'ouvriers, mais il y avait bien 20 ou 30 ouvriers, compagnons, chefs de chantier, qui avaient complètement mémorisé le monument. Et c'est vrai que ce savoir-faire, transféré au Mébon, il marche très très bien. Bon. Alors il y a eu bien sûr le problème de la structure, hein, donc comment faire tenir ce remblai. C'est vrai qu'il y a toujours la tentation, en particulier chez les Cambodgiens, mais bon, ce n'est pas qu'en Cambodge qu'on trouve ça, de dire si c'est la méthode qu'avaient mise en œuvre nos anciens, c'est qu'elle était bonne. Bon. Les anciens, ils faisaient des erreurs, autant qu'on a pu en faire, et c'était un vice de conception, ou c'était des monuments qui étaient conçus de façon peut-être éphémère. Le roi disait « je veux ça », et puis quand on construisait, on ne se disait pas « il faut que ça tienne », et que dans 1000 ans, ça soit accroché. Ah bon, hein, donc il y avait forcément, et ça c'est un peu défini dans les doctrines de restauration des monuments historiques au niveau international, au niveau de la charte de Venise, on dit que dans la restauration, il faut utiliser si possible les techniques traditionnelles, mais quand celles-ci ont montré parfois leur inefficience, il ne faut pas hésiter à essayer d'introduire des techniques contemporaines. Bon, donc ça, c'est vraiment un débat, je dirais, classique en termes de monuments historiques, et le projet tel qu'il a été fait, en ayant une technique traditionnelle de remblai, mais avec ses renforts par les géotextiles, par les géogrilles, qui sont des techniques relativement neuves, qui existent depuis 20 ou 30 ans. Bon, et ça, pour des ouvrages qui sont cachés. Hein, bon, donc on introduit des techniques modernes pour les ouvrages cachés, et on essaie sur les parties visibles de respecter au mieux les techniques anciennes. Alors, sans faire de l'intégrisme, parce que cette tentation de l'intégrisme, elle a existé quand même un peu dans la demande cambodgienne, de dire il faut refaire exactement, même ce qui ne se voit pas, comme c'était autrefois. Bon. Donc là, on est. Alors, ça, c'est resté des débats classiques en France de Commission nationale des monuments historiques, là-bas, des débats de CIC, etc. Bon. Et finalement, on a trouvé ce compromis qui marche pas mal. Mais c'est vrai que c'est un chantier qui est un chantier compliqué, hein, qui est aussi
disons, compliqué par le monument, par la façon dont il a été construit, par son site, mais aussi parce que les contraintes que ce site crée sur l'organisation du chantier. Donc la nécessité d'un bâtard d'eau, la nécessité de pomper à l'intérieur du bâtard d'eau en saison où le barrage est rempli, mais maintenant, depuis que la décision a été prise par le gouvernement cambodgien de garder le barrage en eau toute l'année, ce qui est une très très bonne décision, mais qui complique sérieusement le chantier dans les accès par bateau, etc. Donc l'organisation du chantier, elle était importante au Bapon par la taille du monument. Ici, elle était très importante par la complexité du site dans lequel le monument devait être restauré. Et c'est vrai que Pascal a mis au point cette méthodologie, et puis après sa disparition, il fallait continuer le chantier, donc il fallait maintenir les équipes, il fallait trouver quelqu'un à même de faire le relais dans l'encadrement, et c'est vrai que le fait d'avoir Marie qui, elle, avait quand même suivi les dernières années du Bapon a été précieux, et le fait qu'elle était disponible, ou qu'elle ait accepté d'être disponible, a fait qu'il y a pu y avoir cette transmission de connaissances. Mais c'est vrai que ça reste quand même une chaîne de transmission entre l'époque de Grolier, du Marsay qui a fait le pont sur les 20 ans et qui est revenu après, alors qu'il était déjà âgé, mais arrivé à faire la soudure avec Pascal. Pascal, Marie qui est arrivé les dernières années du chantier du Bapon. Bon, et donc on a une chaîne de connaissances et de transmission de connaissances qui se fait à travers l'encadrement du chantier, mais également aussi à travers les équipes d'ouvriers. Alors qu'au contraire, la période Khmer Rouge avait complètement coupé la continuité dans les équipes d'ouvriers du chantier. Alors justement, la difficulté du chantier, on reparlait de Pascal, et vous avez dit, Pascal Royer, et vous avez dit combien les difficultés qu'il a eues à mener à bien ce chantier, on comprend. Les pressions qu'il a eues à la fois des donneurs, des ministères, donc c'est vrai que c'est eux qui donnent l'argent, donc ils veulent avoir des résultats plus rapides. Bon, sur la durée du chantier, moi la première fois que j'ai voulu faire un projet un film sur le Bapon, le suivi de chantier, l'échéance, on savait très bien que c'était une échéance toute théorique, était de 2004. Donc 96-2004. Le chantier a duré 2 fois de temps plus. Donc il n'a pas fait 8 ans, il a fait 16 ans. Vous parlez des pressions qu'il a eues, mais bon, à la fin, tout le monde a félicité Pascal. Bien sûr. Ça a été, voilà, parce qu'il avait mené à bien ça, sauf qu'il avait mis, soi-disant, 2 fois plus de temps que prévu au départ. Bon, sur le Mebon, on se retrouve un peu sur le même cas de figure. Oui. Moi, je sais, parce qu'elle ne me l'a pas dit directement dans les interviews que j'ai faites de lui au début, mais bon, Marie me l'a rappelé. Pascal avait effectivement envisagé 2012-2016, mais Marie qui a encore les mails, avec au moins 240 ouvriers sur place. Donc, je crois que le chiffre n'a jamais été au-delà de 110 ou 115 ouvriers. Bon, en plus, on sait très bien que ils ont fouillé, il y a eu des fouilles, il y a eu des découvertes, et puis des conditions ont fait. Donc, est-ce que pour vous, qui êtes habitué à ces chantiers de restauration, le fait qu'en 2016 ou plus après le chantier ne soit pas terminé, est-ce que c'est dans l'ordre des choses recevables, normales moi, je crois qu'il y a 3 choses quand même. La première chose, c'est que ce type de chantier, vu de Paris, vu depuis le Quai d'Orsay, vous aurez toujours quelqu'un qui dira, mais finalement, est-ce que c'est le rôle de la France d'aller bouger des milliers de cailloux à l'autre bout du monde, etc. Est-ce que c'est notre rôle, Est-ce qu'on a encore les moyens? Est-ce que c'est pas une arrière-pensée? On n'est plus au temps des colonies, alors qu'on n'a jamais fait de chantier aussi gros au temps des colonies. Donc il y a toujours quelqu'un, vous faites une réunion sur le sujet, il y a toujours quelqu'un qui dira, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça? Et c'est vrai que c'est plus du tout la politique du ministère des Affaires étrangères. Donc ces chantiers au Cambodge, c'est quelque chose d'assez atypique. C'est une espèce d'exception qui a toujours été entretenue, et ça je crois qu'il faut absolument lui en savoir gré, par Francine d'Orgeval. C'est elle qui suit ce dossier depuis 1990 pratiquement, et elle a toujours su convaincre ses directeurs successifs
de l'importance, du caractère exceptionnel du site d'Angkor, de ce qui s'était passé au Cambodge, etc. Et elle a toujours entretenu la flamme. Mais c'est vrai que pour entretenir la flamme, c'était peut-être difficile pour elle de dire ça va durer 10 ans. Bon, parce que si elle avait dit ça d'emblée, on lui aurait dit écoutez, on arrête. Donc il y a toujours un peu cette tension où vous avez un ministère des Affaires étrangères où il y a des gens qui sont très motivés par la culture, par l'archéologie, et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui ont un budget qui disent mais arrêtez, faut pas rêver, on n'a plus de quoi se payer ça. Bon, donc il y a déjà cette ambiguïté de départ. Il y a ensuite effectivement que c'est des chantiers qui sont assez compliqués, c'est à la fois du monumental et de l'archéologie, c'est-à-dire que quand vous restaurez Notre-Dame de Paris, vous voyez où les gargouilles tombent, où il manque des pierres, le monument il est quand même en l'air. Alors je ne dis pas qu'il n'y a jamais des prévus dans les chantiers de monuments historiques, mais là, alors que là, à l'inverse, le monument il est par terre, donc il est en petits morceaux, donc la lisibilité de ce qu'il y a à faire n'est pas forcément évidente. Il y a la partie, rappelez-vous, le Mébonne, vous aviez la moitié des frontons, des sculptures qui étaient dans l'eau, on ne savait pas s'il y avait tout, s'il en manquait, dans quel état elles étaient. Elles étaient au milieu des roseaux avec les serpents, avec les bancs. Donc il y a une part d'imprécision aussi qui est plus grande que dans un chantier européen. Quand vous refaites une couverture au château de Versailles, vous savez ce que c'est, vous savez combien il y a de mètres carrés, même si la charpente peut être un peu pourrie, vous mettez une prévision de 20% de charpente et puis vous y allez. Donc vous pouvez vous engager sur un coût, vous pouvez vous engager sur un délai. Là, il y a effectivement une proportion d'inconnus qui est plus importante. Et puis je dirais que il y a aussi le fait que l'EFEO a une tradition d'archéologie. Et dans l'archéologie, on fouille. C'est-à-dire qu'on part d'un champ avec des roseaux, de l'herbe, et puis on va voir ce qu'il y a en dessous. Et c'est vrai que il faut suivre jusqu'à ce qu'on ait fini de trouver ce qu'il y a à trouver. Donc c'est vrai que ce n'est pas une culture de l'engagement sur un objectif, un coût, un délai. C'est une démarche qu'on engage et on demande aux financeurs, c'est-à-dire au ministère, d'alimenter en disant la commission des fouilles. Alors la commission des fouilles du ministère des Affaires étrangères travaille sur des beaucoup plus petits budgets, c'est des budgets de 5 000 € pour une opération, 10 000 €, etc. On fouille, on trouve une mosaïque et puis en faisant un sondage, on en trouve une à côté. L'année suivante, on demande un budget pour continuer, etc. Donc c'est une démarche de recherche. Et puis on dit il n'y a plus d'argent, on arrête la recherche. Ici, donc, c'est un peu une ambiguïté entre ce chantier qui était à la fois un monument et à la fois une recherche archéologique. Et dans lequel c'est vrai que c'est difficile, a priori, de s'engager vraiment sur un coût et sur un objectif. Alors Pascal avait tenté l'exercice, Madame d'Orgeval a pu annoncer les budgets, mais c'est vrai que la réalité est quand même forte et présente, et qu'on n'a pas réellement de chantier avec des problématiques équivalentes, de chantier français avec des problématiques équivalentes. Alors c'est sûr que si vous prenez les chantiers du World Monument Fund, les chantiers américains, les chantiers allemands, mais je pense qu'ils ont également leur même problème de respect de coût d'objectif. Et là, le Bapone, il y avait encore, je dirais, une certaine souplesse de réglage, parce que dans le Bapone, toutes les pierres n'ont pas été remontées. Il y en a qui sont restées en bas, il y en a qui sont restées... d'un autre côté, je ne dis pas qu'il fallait tout remonter, mais c'est vrai, il y avait encore cette possibilité de réglage, on en fait un petit peu moins. Ici, sur le Mébonne, c'est un objet fini, circonscrit, où il est remonté, où il n'est pas remonté. Et à l'extrême, si on veut qu'il ait une lisibilité et que ça n'ait pas l'air d'une ruine ou d'un chantier abandonné, il faut réintroduire une proportion de pierres significative. Pas forcément plus qu'au Bapone, mais si on veut qu'on comprenne ce principe d'enclos avec un espace intérieur clos, les fenêtres qui donnent en transparence et l'espace du barail autour, il faut que le mur il ait sa continuité.
à leur continuité, jusqu'à quelle hauteur, jusqu'à quelle densité, etc. Là, on peut en parler, mais il y a quand même une proportion de matériaux neufs à introduire qui est importante. Donc c'est en même temps de l'archéologie, de l'architecture, et c'est quelque chose qui est très délicat. Et moi, je pense que le projet de Pascal, il faut le respecter, il ne faut pas le faire à minima, il ne faut pas le faire parce que sinon on va perdre de la visibilité du côté spectaculaire du monument. C'est un monument qui est quand même très très original. Cette île au milieu, enfin ce bassin au milieu du bassin, bon, y a une espèce de pureté, je dirais pas de modernité parce que c'est un mot que j'aime pas trop, mais c'est vrai, il y a une originalité du monument avec cet énorme plan d'eau. Et il faut aller jusqu'au bout du projet. Bon, et c'est vrai que les gens passent, les ambassadeurs passent, les conseillers culturels passent, les architectes passent, les ministres passent, etc. Et c'est difficile d'entretenir la flamme en continuité parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ira dire à un moment « mais finalement, comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça? Comment ça se fait qu'on a pris telle décision, etc. » Bon, c'est une espèce de chaîne et c'est facile de critiquer les gens de l'EFEO des années 70 ou de critiquer tel ou tel ambassadeur ou de critiquer telle ou quelle décision du ministère sur les budgets consacrés. Bon, c'est une sorte un petit peu de pari. Il a été tenu jusqu'au Bapone et je pense que c'est important pour le prestige de la France. Il y a aussi le fait que la France étant coprésidente du CIC et ayant été renouvelée dans ses fonctions avec le Japon, il est important, quand on voit en parallèle les chantiers que développent les Japonais sur le Bayonne, sur la place royale d'Angkor Thom, bon, il est important que la France ait un peu en devanture un chantier prestigieux, et puis à côté, bien sûr, des recherches scientifiques, archéologiques qui sont faites par d'autres secteurs sur le site. Et c'est vrai que le site de Siem Reap est dans les différents centres que l'EFEO a en Asie. C'est celui où il y a, je crois, le plus d'enseignants-chercheurs. Il y a 8 enseignants-chercheurs, c'était 8 ou 9, ça varie un petit peu à Siem Reap. Et c'est vraiment je ne dirais pas le fer de lance, mais c'est quand même le Cambodge, c'est quand même la réputation de l'EFEO, c'est le mythe de l'art découverte d'Angkor. L'image d'Angkor reste incontestablement attachée à celle de l'EFEO, et l'EFEO ne peut pas dire le Cambodge, on arrête, ça ne nous intéresse plus. Et c'est vrai que l'EFEO ne fait pas en réalité de chantier de restauration ailleurs qu'au Cambodge. Il a des programmes de fouilles archéologiques en Corée du Nord, en Chine, etc. Mais en restauration monumentale, c'est le seul pays, parce que c'est vrai qu'il y a un capital patrimonial et monumental qui est extraordinaire, même s'il y a de belles choses en Thaïlande, même s'il y a de belles choses au Laos ou au Vietnam, il y a une densité monumentale au Cambodge qui est extraordinaire, hein, qu'on retrouve nulle part ailleurs, et c'est vrai que c'est ce qui justifie que si on fait encore de la restauration monumentale outre-mer, je dirais, hein, ça soit le Cambodge qui apparaisse comme un endroit privilégié. Une dernière question. Avec les difficultés, disons, financières qu'il y a actuellement pour finir le chantier, mis en avant pour finir le chantier, le ministère, en tout cas des Affaires étrangères, met en avance que dans le projet depuis le départ, il y a toujours effectivement une transmission de savoir-faire au Cambodge, et que quelque part, ce n'est pas anormal que ce soit les Cambodgiens qui terminent le chantier. Tout à fait. Voilà. Il y a une transmission, quelque part, une espèce de porte de sortie honorée. D'accord. Mais, avec les honneurs. Non, mais comme objectif, c'est normal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans une approche qui pourrait être considérée comme néocoloniale, en disant localement les gens sont incompétents, nous on est les meilleurs spécialistes au monde, on va aller travailler là-bas, etc. Et c'est sympathique pour les chercheurs, pour les restaurateurs, etc. Bon, un des objectifs de l'action des affaires étrangères a toujours été ce transfert de compétences. Simplement, ce transfert de compétences et tout le rôle du CIC fonctionne comme ça. Et même chose, hein, je ne veux pas critiquer, mais ce que font les Américains, ce que font les Japonais, ce que font les Indiens et
peut-être les Chinois, c'est quand même d'essayer de développer localement des compétences, et ça depuis, le CIC existe depuis 1997, si je ne me trompe pas, hein. Bon, donc depuis 20 ans, ça a été la politique de toutes les équipes internationales, ça a été la politique de l'UNESCO. Alors ce transfert de compétences, il peut se faire à plusieurs niveaux. Vous avez par exemple les Japonais qui ont eu une politique qui était de sélectionner les gens qui avaient la meilleure formation de départ et puis de leur payer des années de formation au Japon, etc. Bon, en université, etc., en archéologie. Bon. Donc ça, c'est quelque chose qui a marché assez bien. La France l'a également fait, mais peut-être à un degré moindre. En revanche, on a fait un gros travail de formation, en particulier à l'occasion du chantier du Bapone, sur les ouvriers, sur les savoir-faire, c'est retrouver les techniques de taille de pierre, la sculpture que vous l'avez vu au Bapone qui est quand même absolument magnifique, hein, des gens qui n'avaient jamais vu un caillou, bon, tous ceux qui savaient avaient été éliminés pendant la période Khmer Rouge, donc arriver à ressusciter ces techniques, donc, parce que là la chaîne était coupée. Hein, donc rétablir la chaîne, c'est un petit peu, je dirais presque la politique qui a été suivie avec le ballet du Palais Royal à Phnom Penh. Hein, bon, une tradition culturelle, etc., qui s'était transmise en continuité, interrompue à un moment, et comment faire redémarrer la machine. Et c'est vrai, de faire redémarrer la machine, ça a pris 20 ans. Alors, bien sûr, on aurait pu souhaiter que ça aille plus vite, mais c'est quand même justement repartir de zéro, c'est très très difficile. Et il y a aujourd'hui, à Apsara, un certain nombre de gens, un certain nombre d'équipes cambodgiennes parfaitement compétentes. Je vois par exemple l'atelier de restauration de la pierre, dont une bonne partie de la formation a été faite par la coopération, le GACP allemand. Il y a eu aussi une coopération avec l'université de Palerme en Italie sur la restauration des objets sculptés, objets muséaux. Disons, les Allemands ont plus travaillé sur la conservation de la sculpture en œuvre et les Italiens plutôt sur la sculpture hors œuvre. Voilà, hein, bon. Mais donc là, il y a des équipes cambodgiennes. Et aussi au musée de Phnom Penh. Au musée de Phnom Penh, voilà, c'est ça. Hein. Bon, donc il y a aujourd'hui des équipes cambodgiennes qui sont tout à fait compétentes, par exemple, dans ce secteur-là. Il y a une équipe aussi qui est pilotée par M. Tan Sopal, qui est à la DCMA, donc à Apsara, qui s'est un petit peu spécialisée sur la restauration des temples en briques. Hein. Ils ont travaillé sur la tour numéro 8 à Bakong, une tour dont une partie s'est effondrée. Ils ont travaillé sur une des 4 tours du temple de Lolei. Et ils ont aujourd'hui, il y a une équipe je dirais une douzaine de Cambodgiens qui maîtrisent parfaitement les restaurations de briques. Et même les Américains au Phnom Baking font appel à eux pour la restauration de ces ouvrages. Donc on voit qu'il y a une formation qui s'est développée, mais qui n'en est pas encore aujourd'hui à pouvoir gérer un chantier de 180 personnes ou 160 personnes comme le Mebon. Donc, mais ces chantiers sont aussi l'occasion de former des gens, etc. Donc, il faut qu'il y ait ce transfert de compétences, c'est bien le but de l'opération. Simplement, il faut comprendre que c'est quelque chose de relativement lent. Moi, j'ai participé au programme de formation à l'atelier qui marche avec l'école du patrimoine qui dépend du ministère de la Culture, mais cette formation qu'on a montée avec des financements Affaires étrangères et ministère de la Culture par le canal de l'école de Chaillot, ciblée sur les architectes, hein, où on a fait pendant 5 ans des formations avec à chaque promotion une quinzaine d'étudiants cambodgiens, laotiens, vietnamiens, et qui tournaient sur les 3 pays, entre autres sur le Mebon, mais plus pour former une filière architecte. Alors c'est vrai que sur ces, je dirais presque une centaine d'étudiants qu'on a eus, il y en a aujourd'hui, je dirais, 10 au Vietnam qui sont opérationnels, 7 ou 8 au Cambodge qui le sont, et 3 ou 4 au Laos qui le sont. Hein. Donc il y a forcément une chute, et puis aussi le fait que si on fait une formation, il faut qu'il y ait derrière les emplois. Et les emplois
ou au ministère de la Culture cambodgien ou à Apsara au Cambodge ne sont pas forcément toujours très rémunérateurs pour des gens qui ont fait des études quand même relativement longues. Donc il y a toujours cette tentation, surtout dans un pays qui est quand même en pleine expansion économique, parce que le Cambodge, au point de vue économique, ça marche bien. Il y a toujours l'appel du privé en disant finalement ça m'intéressait au monument, mais pour construire des hôtels, en tant qu'architecte, on me propose de me payer 4 fois plus ou 5 fois plus, donc désolé, mais bon. Donc il y a aussi ça, cette formation. Il faut que la structure administrative qui est derrière récompense l'investissement que les gens font en termes d'efforts. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pertes. C'est-à-dire que la coopération internationale a développé des programmes de coopération importants et il y a eu quand même beaucoup de chutes, justement du fait de l'absence de relais administratifs et de l'attrait du marché privé. Bon. Et pour terminer, est-ce que c'est spécifiquement, dans le cadre du MEMON, est-ce que vous pensez que les Cambodgiens peuvent seuls terminer ce chantier sans encadrement Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce qu'il y a une question d'organisation, il y a une question d'équipe, une question de gestion, d'entretien du matériel. Tout ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Apsara est une structure qui tient bien son territoire, mais qui est une structure qui est assez lourde au point de vue administratif. Alors bien sûr, actuellement, les équipes d'ouvriers sont payées sur le projet, en partie par Apsara. Transférer tout le monde à Apsara, c'est envisageable. Simplement, les ouvriers sont payés 2 fois plus cher. Ils sont payés $5 sur le chantier français. Ils sont payés entre $2,50 et $3 sur les chantiers Apsara. Bon, donc ça peut poser un problème. Il y a un syndicat, parce que culture française, le syndicat c'est quelque chose de normal. Donc bon, il n'y a pas de syndicat Apsara. Donc il y a des problèmes aussi qui sont des problèmes purement administratifs, qui n'ont rien à voir avec le problème technique. Et ce qui fait que la France a quand même monté avec ce chantier une mécanique qui a sa logique. Alors bien sûr, il y a des parties du projet qui ont été déléguées à Apsara, par exemple tout le traitement, toute la gestion des eaux, le bâtard d'eau, etc. Et ça, toute l'équipe, M. Angpe et son équipe sont, je dirais, plus performants que les Français pour gérer ce type de problème. Mais sur la restauration monumentale elle-même, on peut espérer que dans 10 ans, les Cambodgiens seront capables de traiter eux-mêmes un chantier de cette ampleur, mais nulle part ailleurs, ils ne traitent de chantiers de cette ampleur. Donc ils traitent aujourd'hui des chantiers, des interventions ponctuelles ou sur des monuments relativement petits, mais c'est aussi une question d'échelle et d'organisation. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est un effort constant, chaque fois qu'on fait quelque chose, de dire est-ce que finalement c'est mieux si c'est nous qui le faisons, ou si les Cambodgiens, ça serait mieux si les Cambodgiens le faisaient. C'est possible, par exemple les archéologues sont cambodgiens, les restaurateurs de pierre encadrés par l'équipe allemande sont en bonne partie cambodgiens, les dessinateurs sont cambodgiens, le chantier du Bapon, c'était quand même 280 gars, il y en avait 278 Cambodgiens, il y en avait 2 Français, donc... Comment ? Et ça se répète à moindre degré. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que... Ils sont ouvriers cambodgiens, ils sont 2 Français. Mais c'est vrai que la tutelle est... Bon, Donc, mais vous avez raison, le transfert de compétences, c'est une ardente obligation, mais il ne faut pas que ça devienne, je dirais, une structure de défaisance. En disant, on a fait ce qu'on avait à faire, maintenant que les Cambodgiens se débrouillent. Donc ça peut être une démarche qui est une démarche hypocrite. Qui peut apparaître a priori comme généreuse, etc. Maintenant, ils sont assez grands, ils peuvent prendre le chantier eux-mêmes. Non, je pense que c'est une démarche qui peut être hypocrite. Et vous, personnellement, parce que je pense que vous allez être amené à en discuter avec les experts, je ne sais pas comment ça va être dans le prochain CIC au mois de juin, mais est-ce que vous, à titre personnel, il faut poser les choses, est-ce que vous souhaitez que, d'une manière ou d'une autre, les FEO continuent à être l'expertise et à travers les FEO, que Marie Beaufès continue à assurer en tout cas l'expertise jusqu'à la fin du chantier. Que la maîtrise d'ouvrage change, mais que... Oui, je pense que le fait que la maîtrise d'ouvrage change, c'est maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, de dire, aujourd'hui, il faut aussi comprendre la question du financement. C'est-à-dire, il y a 20 ans, le Cambodge était un pays qui n'avait pas d'argent, et il y avait des opérateurs étrangers qui avaient de l'argent, qui étaient prêts à en mettre,
pour la coopération, pour différentes raisons. Et donc, ça fonctionnait comme ça. Hein. Bon. Aujourd'hui, on a une situation qui est une situation inverse, c'est-à-dire les budgets des pays donateurs sont de plus en plus restreints, et à côté, vous avez les recettes d'Apsara qui ont augmenté, et derrière, le gouvernement cambodgien qui dit « mais les recettes, elles vous sont affectées, c'est pour restaurer les monuments. Et donc il faut que vous consommiez les crédits. Hein » Bon, il y a des contrôles financiers qui sont aujourd'hui très pesants, etc. Mais on est dans une situation où finalement les pays étrangers opérateurs vont demander de l'argent à Apsara pour faire les chantiers. Bon, donc c'est assez logique que de plus en plus la part de financement propre faite par Apsara, que ce soit sur les chantiers français, les chantiers japonais aussi, hein, que cette part augmente. Et il est évident que d'une certaine façon, c'est quand même assez logique que ce soit celui qui paye qui soit impliqué dans la décision. On ne peut pas demander à ce qu'il y ait d'un côté les gens qui décident et de l'autre côté des gens qui payent. Donc il y a un vrai travail de partenariat. C'est une coopération qui se fait sous une forme différente. Donc il faut que nous, occidentaux, on sorte de notre esprit le modèle de coopération initiale pour entrer dans un système de coopération qui est différent. Mais d'un autre côté, il faut qu'on parle franchement à nos amis cambodgiens en disant très bien, vous avez l'argent, c'est vous qui décidez par exemple de laisser le barail en eau toute l'année, c'est une décision politique du gouvernement cambodgien, il n'est pas question qu'on la conteste, en plus on ne la conteste pas, c'est très bien. Bon, mais il faut aussi leur dire, là c'est un problème compliqué et nous on pense que, je ne dirais pas vous ne savez pas le faire ou qu'on est plus compétent que vous pour le faire, mais à chaque fois qu'un point technique se pose, on doit dire qu'est-ce qu'il fait, est-ce que vous vous sentez de le faire, nous on se sent de le faire, est-ce qu'il fait. Hein, donc il faut qu'on soit, et c'est normal que sur des chantiers qui sont quand même des chantiers assez longs, la problématique évolue et il y a certains moments, certaines étapes, on dit on remet les choses sur la table, on voit que si on veut arriver, ça serait bien si vous faisiez ça et si nous on faisait ça. Hein. Bon. Et donc ça, honnêtement, le rapport avec Apsara, il est pas mal, hein, il marche bien. Bon, ça marchait pas mal à l'époque de M. Sokan. Maintenant, avec Madame Sakona, il y a un dialogue qui se fait bien. L'équipe s'est quand même beaucoup rajeunie. Vous avez des personnalités comme M. Ampeu, qui sont des gens tout à fait compétents et qui ont aussi une certaine faculté d'action politique, hein, de convaincre. Bon, mais c'est vrai qu'il faut en permanence que ce dialogue se continue et quand on a l'impression qu'il y a un blocage, il faut se mettre autour de la table et en parler. Parce qu'il y a des blocages entre Cambodgiens et Français puisqu'on parle du projet français, mais il y a aussi des blocages internes entre Cambodgiens. Bon. Et il y a aussi des blocages internes entre Français. Hein, vous connaissez l'administration française, ne serait-ce que par exemple le débat qu'il peut y avoir entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Recherche. Hein, les Affaires étrangères disant on n'est pas là pour faire des chantiers de restauration, et le ministère de la Recherche dit notre métier, c'est pas de remonter des cailloux, c'est de faire de la recherche. Bon. Et pourtant, on est tous les deux impliqués sur le même projet. Donc, il y a aussi la tendance, chacun, à se renvoyer les difficultés. Et il y a aussi un moment où il faut remettre les gens autour de la table, et au Cambodge, et en France, et entre la France et le Cambodge, pour ajuster la situation à l'évolution des choses. Parce que l'économie bouge, les techniques bougent, hein, l'informatique, le LIDAR, tout ça change. Les possibilités de financement bougent, donc tout bouge. Et donc, on ne peut pas non plus se crisper sur des modèles qui marchaient il y a 10 ans ou il y a 15 ans, il faut être capable de suivre l'évolution, avec aussi à travers une succession de personnes, une succession de responsables qui ne sont pas les mêmes sur toute la durée de ces longs chantiers. Mais c'est aussi ça qui est intéressant. Moi, maintenant, c'est drôle de dire ça, mais je suis un des plus vieux sur le site, et c'est vrai qu'on se rend compte à la fois, je dirais, de la fragilité du dispositif, mais quand même de ce qu'a motivé tous les intervenants successifs à assurer, malgré ces difficultés, la permanence du projet. Et depuis, ça fait quand même moi plus de 25 ans que j'y vais tous les ans, 2 fois par an, et les gens changent, mais il y a toujours des nouveaux qui arrivent derrière avec la motivation parce que le patrimoine d'Angkor est quand même absolument fascinant. Et qu'on ne trouve pas ça ailleurs. Moi, c'est une comparaison que je fais souvent. Hein. Si vous prenez les bas-reliefs sculptés du XIIe siècle en France, si vous ajoutez Vézelay, Conques, etc., vous devez en avoir 300 mètres carrés. Bon, hein. Rien que sur la galerie
La galerie d'Angkor Wat, vous en avez 1000 mètres carrés. Rien que sur ça. Sans parler du Bayonne, sans parler de Bandejmar, sans parler de... Il y a un point de vue quantitatif et qualitatif, bien évidemment. Le Cambodge est un patrimoine extraordinaire et tous les gens qui commencent à s'y intéresser sont contaminés. Donc, on voit que cette contamination, elle se transmet, hein, et il faut espérer qu'elle se transmettra longtemps, malgré toutes les petites rivalités, les conflits, les ambitions que chacun peut avoir dans son métier, dans son projet de carrière. Très bien. Ça vous va ? Merci.